Bonjour à toutes et à tous. Ce matin, l'actualité tient presque entière dans une adresse, la rue de Montpensier. Le Conseil constitutionnel s'invite dans toute la presse du jour et il n'y fait pas de la figuration. Le Figaro lui offre son titre principal. Fin de vie, réseaux sociaux, le Conseil fait sa loi. Vendredi, les sages ont validé l'intégralité de la loi créant un droit à l'aide à mourir, avec seulement 3 réserves d'interprétation, précisent les Échos. Et dans le même mouvement, censurer l'article qui devait interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans dès le 1er septembre. Un satisfecit et un camouflet, résume le Figaro, sur les 2 réformes les plus symboliques de la fin du second quinquennat. Et le journal consacre son éditorial à la colère qui monte à droite. Étienne de Montetti l'intitule « Interdit d'interdire ». Le slogan de mai 68, écrit-il, a infusé et nourri désormais l'air du temps. Sa dernière phrase claque « Les sages ont manqué de sagesse ». Dans ses colonnes, Bruno Retailleau dénonce des décisions qui consacrent la primauté des juges sur les représentants du peuple souverain. Et la députée Renaissance Laure Miller, à l'origine du texte, glisse que les 9 sages ont, en moyenne, plus de 70 ans. Libération, lui, prend le problème par l'autre bout, celui de la suite. En pages 10 et 11, le journal se demande si la réécriture est seulement possible. Emmanuel Macron veut toujours promulguer, sa détermination reste totale d'ici au printemps 2027. La ministre déléguée au numérique, Anne Le Hénaff, cherche, je cite, « une voie de passage entre la décision des sages et le droit européen ». Gabriel Attal, lui, propose carrément un référendum. Les Échos, eux, retiennent la dimension historique. 5 saisines, un record, et un texte qui permet politiquement à Emmanuel Macron de revendiquer une promesse tenue. Et à signaler, dans les champs libres du Figaro, la tribune de Laurent Frémont, très critique sur la composition même du Conseil. 3 membres s'étaient prononcés par le passé pour l'euthanasie ou le suicide assisté. Sa formule « On ne juge pas la cause qu'on a plaidée ». Deuxième grand sujet, et il sent encore la fumée, les incendies, la sécheresse et l'État attendu au tournant. Sébastien Lecornu est en Gironde ce lundi avec 6 ministres. Le Parisien chiffre le désastre. 42 000 hectares partis en fumée, 4 fois la superficie de Paris, 220 000 personnes déplacées, 240 maisons brûlées. Libération, lui, envoie une reporter au Porge, la commune la plus meurtrie. Une hôtelière prévient: Lecornu ne doit pas venir pour un discours, il doit venir avec un gros chèque. Le maire, Martial Zaninetti, réclame un plan Marshall sur 30 ans et refuse de replanter des pins maritimes à l'identique. C'est d'ailleurs la une de Libération. Un entretien avec Monique Barbu, ministre de la Transition écologique, sous ce titre en capitale « Je n'ai pas passé l'été sur une chaise longue ». Elle y revient sur sa démission du 21 juillet, avortée dès le lendemain après un appel de l'Élysée. Elle chiffre le coût de la canicule entre 10 et 15 milliards d'euros et lâche sur la biodiversité: une fois qu'on l'aura perdue, c'est game over. L'éditorialiste Hamda Mostafavi s'interroge, elle, sur sa capacité à peser au sein du gouvernement. Le même journal déroule la carte d'une Europe en feu. 95 000 hectares brûlés en France, 82 000 en Italie, 284 000 en Espagne, les Hautes-Fagnes en Belgique, la Grèce et jusqu'aux forêts de Bornéo. Le Figaro ouvre un front plus discret. La COP17 sur la désertification s'ouvre ce lundi à Oulan-Bator et la France fait désormais partie des pays menacés par l'aridification de ses sols. Les Échos, fidèles à leur angle, mesurent la facture. L'économie européenne tient bon face à la canicule, malgré les centrales à l'arrêt et les fleuves qui ne sont plus navigables. Et le Parisien pose la question qui fâche, celle des pompiers volontaires. Ils sont 200 000, 3/4 des soldats du feu français. Le syndicat solidaire Douane le dit sans détour. L'État employeur n'est pas exemplaire. Le projet de loi sur la sécurité civile sera présenté le 8 septembre.
Troisième sujet, et il vous concerne peut-être personnellement, le fisc a été piraté. Le Figaro parle d'un inquiétant piratage des données fiscales des Français. 2 intrusions dans les systèmes de la Direction générale des finances publiques fin juin, puis fin juillet. 678 000 usagers concernés. Nom, quotient familial, revenu fiscal, taux de prélèvement. Les victimes sont prévenues aujourd'hui. Certains parlent déjà de la cyberattaque la plus grave de l'histoire du pays. Le Parisien précise que le parquet de Paris a ouvert samedi une enquête pour extraction frauduleuse de données et association de malfaiteurs. Mais c'est l'éditorial des Échos qui frappe le plus fort. Romain Guignot le titre « Cybersécurité, le spectre d'un fatalisme numérique ». Il y a 10 ans, écrit-il, la nouvelle aurait fait les gros titres pendant des jours. Aujourd'hui, elle s'ajoute à une liste, la NTS, l'Intérieur, l'URSSAF, Santé publique France, au point que les Français peuvent se demander quelles données ne figurent pas encore sur le dark web. Restons dans les Échos car ils ouvrent leur une sur un autre chantier, le budget 2027. Les premières pistes se dessinent avant le dépôt du projet de loi de finances le 30 septembre. Un déficit de moins de 5% est évoqué, 4,9% selon Le Monde, cité par Le Quotidien. Autrement dit, l'abandon assumé de la cible des 3%. Et pour y parvenir, 28 milliards d'ajustements. Dans le viseur de Bercy, les retraités aisés. Le ministre de l'économie Roland Lescure estime dans Libération que la question de leur contribution mérite d'être posée. Et les niches fiscales, 88,3 milliards d'euros au total. Les Échos révèlent que Bercy a testé l'idée d'un rabot général de 10%. Matignon dément. Et ce chiffre, pour la rentrée sociale, 83% des ménages estiment que leur pouvoir d'achat a baissé entre 2021 et 2025. À l'international, le mot qui revient, c'est hybride. Les Échos consacrent une page aux explosions en série qui inquiètent l'Europe. Jeudi, une usine de munitions du groupe franco-allemand KNDS a explosé près de Rome. La même semaine, une usine de munitions en Bulgarie, un entrepôt pétrolier à Rotterdam avec un mort, un drone abattu au-dessus de la Lettonie, un autre en Roumanie. Et en Pologne, Donald Tusk annonce l'arrestation d'un citoyen russe qui devait, dit-il, exécuter un américano-ukrainien en plein Varsovie. Accident ou sabotage? L'Italie privilégie la première piste. Mais les coïncidences, comme les appellent les Échos, s'accumulent. Autre article contre-intuitif sur le détroit d'Ormuz. Malgré les attaques iraniennes et le blocus américain, 6 millions de barils continuent d'y transiter chaque jour. L'explication? Des navettes clandestines de la compagnie émiratie ADNOC, chargées de nuit, transpondeurs éteints. Le Figaro, lui, révèle une tempête à Tel Aviv. Le Mossad déstabilisé par son plan pour abattre le régime iranien après le limogeage de 2 hauts responsables et un veto de Donald Trump. Et Libération signale la lune de miel militaire entre Kim Jong-un et Vladimir Poutine. Jusqu'à 50 000 soldats nord-coréens en Russie, selon Kiev. Et puis il y a ces sujets qui ne font pas la une, mais qu'il serait dommage de manquer. D'abord une enquête du Figaro sur 2 pages, la grande razzia de la criminalité organisée sur les musées de France. Fini le hold-up bancaire, fini des bijouteries de luxe, les commanditaires ciblent désormais les objets d'art, dans des établissements plus modestes. Ensuite, le Parisien, en page 7, Marseille débordée par le crack. Environ 200 consommateurs totalement à la rue, la dose à une dizaine d'euros, et les femmes qui représentent désormais un tiers des usagers. Un témoignage résume tout. Ce n'est pas une drogue festive, c'est une béquille qui aide à oublier les conditions dans lesquelles on vit. Libération, lui, sort un document. Une note de Gérald Darmanin à Laurent Nunez sur les services d'enquête consacrés aux violences sexuelles après la mort de Liana, 11 ans. 37 procureurs généraux y décrivent un stock fantôme de procédures, enregistrées par la police, mais jamais transmises à la justice. Volet économique et technologique en accéléré. Les Échos consacrent leur page finance à Elon Musk. Le milliardaire envisagerait la plus grosse fusion de l'histoire, en rapprochant SpaceX et Tesla, avec à la clé une clause de rémunération qui pourrait lui ouvrir un pactole sans précédent.
Dans le même journal, des Boeing 777X prêts à être livrés, mais déjà désuets. Le Figaro publie le classement de Shanghai. Les universités anglo-saxonnes trustent les 12 premières places. Paris-Saclay se maintient au 13e rang. Et le Parisien raconte les outils bloqués par la grève chez EasyJet. Jusqu'à 2000 € de frais imprévus pour une seule famille. Terminons par le sport et la culture qui se partagent les unes de ce lundi. Léon Marchand d'abord. 2 ans après son quadruplé olympique, le nageur a décroché ses 2 premiers titres européens dans la piscine de Saint-Denis, dont un 400 mètres nage libre qu'il n'avait jamais couru au niveau international. Le Figaro écrit qu'il transforme tout en or. Le Parisien le baptise Léon l'insubmersible et souligne la palette de titres qui s'ouvre à lui pour 2028. Libération, plus taquin, titre Léon Marchand fait les 400 coups. Autre une, celle du Parisien. Le pape Léon XIV affole les compteurs. Sa visite en France, du 25 au 28 septembre, par Paris, Lourdes et Metz, le Stade de France complet en une petite heure. Plus de 355 000 inscrits pour la messe des Champs-Élysées, 1,5 million d'euros de dons déjà collectés, 12 000 bénévoles. Un jeune fan résume l'ambiance, comme si c'était Beyoncé. L'éditorialiste Olivier Auguste rappelle pourtant que 19% seulement des Français se déclarent catholiques et à peine 8% d'entre eux vont régulièrement à l'église. Il y voit une foi devenue personnelle, presque à la carte. Côté culture, enfin, le Figaro décrypte la création d'un prix de la pop asiatique aux Grammy Awards et le boycott de BTS qui a suivi. Les Échos reçoivent le cinéaste roumain Cristian Mungiu, 2 fois palmé d'or avant la sortie de Fjord. Libération chronique le nouvel album de Phoebe Bridgers, Lost Weekend, et donne 4 pages à l'historien Nicolas Werth pour son livre testament Adieu ma Russie. Sans oublier, dans son cahier d'été, une guerre de patrons devenue légendaire. Bouygues contre Bolloré, ils se sont tant détestés. Voilà pour cette revue de presse. Merci de votre fidélité et je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée.